Et pour ce débat aujourd'hui, j'accueille Jacques Maire. Bonjour, vous êtes Bonjour. député La République En Marche des Hauts-de-Seine. Face à vous, Yann Boucard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député nouvellement réélu Les Républicains du territoire de Belfort. Bienvenue à vous. Alors nous allons ensemble analyser et débattre des questions qui vont être posées au gouvernement. Et nous retrouvons Valérie Brochard depuis les 4 colonnes, car vous avez pris connaissance de ces questions, Valérie. Oui, absolument, Marion, pour cette nouvelle séance de questions au gouvernement. Les élus s'inquiètent de la situation des hôpitaux en France, dont le déficit grandit d'après un rapport de la Cour des comptes. Emmanuel Fontaine pour La République En Marche, Charles de la Verpillière pour Les Républicains et Hubert Wulfranc pour le groupe GDR interrogeront Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Côté Nouvelle Gauche, ce sont les fermetures de classes annoncées pour la rentrée 2018 qui effraient le député de l'Aisne, Jean-Louis Bricout. Il interpellera directement le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Enfin, pour le groupe UDI, Agir et Indépendant, le député Meyer Habib posera une question au gouvernement sur l'augmentation des cotisations sociales. Voilà, en somme, pour le menu, Marion. Merci à vous, Valérie. Faut-il instaurer un âge du consentement sexuel? La question sera posée au gouvernement alors que s'ouvre à Pontoise le procès d'un homme de 28 ans qui a eu des relations sexuelles avec une mineure de 11 ans. Valérie Brochard, vous êtes en compagnie de Fabien Goutefard, député La République En Marche de l'Eure, qui va interpeller le gouvernement. Et oui, Marion, vous avez raison. Il est également membre de la commission de la Défense. Bonjour, monsieur Goutefard. Vous reviendrez dans l'hémicycle dans quelques instants sur le procès qui s'ouvre aujourd'hui à Pontoise, le procès d'un homme accusé d'atteinte sexuelle sur une fillette de 11 ans. Quels sont les contours de la question que vous allez poser au gouvernement? Alors effectivement, ma question s'adressera à la secrétaire d'État Marianne Schiappa à l'égalité femmes-hommes. Dans le cadre d'un futur projet de loi sur justement l'égalité et sur les atteintes sexuelles et sexistes. Et ma question, effectivement, dans le cadre de ce procès dit de Pontoise, mais également suite au rapport du Sénat, que le Sénat a rendu ces derniers jours sur ces mêmes sujets, je poserai une question pour savoir si le gouvernement a toujours l'intention de maintenir, et c'est mon souhait, une présomption justement de non-consentement, c'est-à-dire, pour que nos auditeurs, ce soit très clair pour eux, faire en sorte qu'il y ait un âge limite en dessous duquel un majeur qui a un rapport sexuel avec pénétration avec un mineur, ça serait considéré comme un viol. Donc la question est de savoir si le gouvernement maintient cette volonté de fixer un âge. On pense à 15 ans, le président de la République avait pensé à 15 ans, on peut penser à moins peut-être. Donc je voulais rappeler cette volonté du gouvernement et puis savoir ce qu'il répond justement au Sénat qui lui préférerait une présomption de contrainte pour laisser un peu plus de marge de manœuvre au juge. Eh bien, nous écouterons ensemble la réponse de Marlène Schiappa. Merci beaucoup. Merci à vous, Valérie Brochard. Yann Boucard, faut-il légiférer et introduire un âge de consentement sexuel? Y êtes-vous favorable? Je crois que l'affaire qui est jugée aujourd'hui à Pontoise nous montre qu'on a besoin de légiférer. Parce que finalement, on a quelqu'un qui a eu un rapport sexuel avec une mineure de 11 ans. Enfin, 11 ans, je crois que les téléspectateurs se représentent un enfant de 11 ans et qui prétend que la mineure en question aurait une attitude un peu troublante, qu'elle l'aurait provoquée, etc. C'est juste insupportable. Et je crois que là, sur l'ensemble des bancs de l'hémicycle, on peut se mettre d'accord pour dire que c'est insupportable. J'entends ce qu'a dit le député Goutefard, moi je suis plutôt d'accord avec ça. C'est d'ailleurs une proposition de loi qui avait été déposée par Valérie Boyer, c'est-à-dire de considérer qu'à partir de 15 ans, c'est l'âge de la puberté, tous les rapports sexuels entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans sont considérés comme du viol. Oui. 15 ans, pour vous, c'est l'âge sur lequel il faut légiférer? Ça, après, il faudra qu'il y ait un débat parlementaire, il faudra qu'il y ait des positions qui soient prises, mais c'est aujourd'hui l'âge qui est reconnu dans la loi, finalement. Donc c'est pour ça que cet âge me semble intéressant, ça évite de partir un peu dans tous les sens. Jacques Maire, vous iriez dans ce sens, légiférer pour un consentement sexuel qui n'existerait pas en dessous de l'âge de 15 ans? Moi, j'ai la même réflexion que mon collègue Boucard. C'est très compliqué de se dire, en pensant à ses propres enfants, en pensant à sa propre famille et ses cousines, qu'un consentement est possible de la part d'une adolescente ou d'une préadolescente. Alors après, il y a un débat, effectivement. Est-ce qu'à 13 ans, est-ce qu'à 14 ans, on peut être consentant, entre guillemets? Est-ce que c'est une simple agression sexuelle ou est-ce que ça devient un viol? Bon, il y a différents pays en Europe, il y a différents niveaux. Certains pays légifèrent à 13 ans, d'autres à 15 ans, d'autres à 14 ans.
Là, il y a une procédure qui a été prévue par le gouvernement, avec aussi un travail d'experts. Il y a eu un travail parlementaire qui a été fait au Sénat. Laissons-les décider, mais le fait de légiférer, ça me semble absolument indispensable. Le parquet, dans cette affaire de Pontoise que l'on citait, ce procès qui s'ouvre cet après-midi, n'a pas retenu la qualification de viol, mais d'atteinte sexuelle. Une réaction, Yann Boucard? C'est toujours compliqué de critiquer ou de commenter une décision de justice, d'autant plus qu'il y a une loi qui est aujourd'hui en vigueur qui s'applique. Ceci étant, considérer qu'il y a eu potentiellement un consentement d'une enfant de 11 ans, moi ça me choque profondément, d'autant plus qu'on sait qu'une enfant de 11 ans qui a un rapport avec un adulte de 28 ans, potentiellement a eu derrière des séquelles psychologiques qui font que l'enquête menée par la police est quand même tout de suite beaucoup plus compliquée, me semble-t-il. Quand on entend la défense, elle ne disait rien, j'ai supposé qu'il n'y avait pas de contrainte. Finalement, ça ne doit plus être une excuse en dessous d'un certain âge, Jacques Maire. À l'avenir, en tout cas, ce ne sera plus possible. Toute personne qui, je dirais, entreprend de proposer une activité sexuelle à quelqu'un qui est dans la préadolescence et même à 11 ans doit se poser une question. Est-ce que oui ou non, je suis en responsabilité ou pas? Si j'abdique ma responsabilité, eh ben, j'encours effectivement, je dirais, les peines prévues par le Code. Je pense qu'on ne peut pas se réfugier derrière le fait qu'une personne totalement dominée puisse éventuellement même exprimer un consentement explicite. Même ce consentement explicite d'une enfant de 11 ans, pour moi, n'est absolument pas recevable. Ce sera désormais, si cette loi est votée, à l'auteur de prouver qu'il n'y a pas eu de contrainte et non plus à la victime de prouver qu'elle n'est pas consentante. C'est là aussi un renversement nécessaire. Moi, je pense qu'il faut même aller un peu plus loin, c'est-à-dire effectivement en dessous de l'âge défini par la loi. Je dirais, tout acte sexuel avec pénétration est un viol, quelle que soit la façon de s'exprimer de la victime. Ce n'est pas à la victime de déterminer elle-même son degré de maturité pour savoir si elle dit oui, peut-être, non ou pas du tout. C'est simplement à la loi de décider au bout d'un moment. Yann Boucard. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Effectivement, je pense qu'en dessous d'un certain âge, qui est consentement prétendu ou pas, c'est pas possible. Il faut qu'on mette des barrières claires, des barrières morales dans notre société. Et celle-ci me semble être une barrière de bon sens. Un adulte ne peut pas avoir de relation sexuelle avec un mineur en dessous de 15 ans ou peut-être 14 ans. On peut avoir le débat, mais ça me semble important qu'on ait là-dessus des données claires. Et nous écouterons bien sûr la réponse de Marlène Schiappa dans l'hémicycle dans quelques instants. On va poursuivre ensemble avec l'hôpital. Agnès Buzyn et Édouard Philippe se sont rendus à l'hôpital d'Aubonne dans le Val d'Oise ce matin pour présenter quelques pistes du plan de transformation de l'offre de soins et ce en plein malaise hospitalier. Valérie Brochard, vous êtes en compagnie d'Hubert Wulfranc. C'est l'un des députés, le député GDR de Seine-Maritime, qui interpellera le gouvernement. Et oui, Marion, également membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Monsieur Wulfranc, vous vous inquiétez, vous aussi, de la situation des hôpitaux publics en France qui seraient en déficit excessif. Qu'attendez-vous du gouvernement? Quelles questions allez-vous lui poser tout à l'heure dans l'hémicycle? Écoutez, c'est bien simple. À l'heure où ce matin même, Monsieur le Premier ministre et Madame Buzyn ont proposé un plan particulièrement flou en matière d'hôpital public, alors même où les députés communistes ont entamé un tour de France des hôpitaux publics pour ne serait-ce que vérifier sur le terrain ce que tout le monde dit à l'heure actuelle, c'est-à-dire la grande difficulté dans laquelle sont à la fois les personnels mais aussi les patients qui sont accueillis à l'hôpital public, eh bien, ma question sera simple. Elle porte sur des mesures d'urgence immédiates, au-delà du dialogue que semble vouloir entamer le gouvernement. Des mesures d'urgence, car en effet, si tout dialogue est intéressant à entreprendre, il ne peut s'entreprendre que sur des bases solides. Or, aujourd'hui, le déficit des hôpitaux publics continue de se creuser, et en la circonstance, donc, deux mesures d'urgence que nous proposerons à Madame la Ministre. D'une part, la suspension sine die des plans de retour à l'équilibre portant atteinte aux ressources humaines des hôpitaux. C'est le premier aspect. Deuxième aspect, suspension également tout autant des groupements hospitaliers, des regroupements hospitaliers qui portent atteinte à l'accès aux soins de proximité. Et enfin, tout simplement, dans la mesure où le gouvernement affiche, semble-t-il, des meilleurs résultats en matière de recettes fiscales, eh bien, un fléchage immédiat de ces nouvelles recettes fiscales en direction des hôpitaux publics. Merci, Monsieur Wulfranc. Nous écouterons ensemble la réponse d'Agnès Buzyn tout à l'heure dans l'hémicycle. Merci à vous, Valérie Brochard. Jacques Maire, vous venez d'entendre ces pistes de réflexion demandées par le groupe GDR. Est-ce qu'elles sont envisageables pour ce plan hôpital à l'été? Alors, j'ai pas entendu des pistes, j'ai entendu des rustines, des mesures d'urgence.
par rapport à un problème de fond. Donc effectivement, je veux dire, suspendre des opérations de concentration, suspendre, je dirais, des mesures qui sont en cours, faire croire que 2,9% de déficit budgétaire, ça nous permet tout d'un coup de réinvestir massivement et sans contrôle dans les dépenses publiques, je dirais, c'est une posture, c'est pas une réalité. Et là, le choix du gouvernement, il est plus compliqué, bien sûr. C'est, dans ce domaine comme dans d'autres, être dans un plan de transformation. On a un système de santé qui est excellent. Moi-même, j'ai été fonctionnaire au ministère de la Santé à l'époque. On a été décerné comme étant le premier système de santé au monde. C'était il y a une quinzaine d'années maintenant. On n'a pas uniquement de beaux restes. On a un bel actif, un bel acquis. Et cet acquis-là, on l'entretient avec des dépenses publiques qui augmentent malgré tout tous les ans. Et pourtant, la Fédération des hôpitaux de France demande aujourd'hui une réforme structurelle. Elle a raison, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de dispositifs qui ne marchent pas du point de vue de la prévention, du point de vue de la chaîne de soins, du point de vue de l'articulation entre l'hôpital, je dirais, et l'ambulatoire. On a un ambulatoire qui est assez peu organisé et qui se déverse de ce fait dans les urgences. Moi-même, j'ai, par exemple, un exemple très concret. J'ai participé à l'inauguration hier d'une maison de soins avec 9 professionnels dans un désert médical qui se trouve à 5 km de Paris, dans une banlieue plutôt favorisée, qui est Meudon. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui qu'il peut y avoir un désert médical à Meudon à 5 km de Paris ? Il y en a un. Et il a fallu 7 ans à M. Serfati pour monter son dispositif de maison. Donc on voit très bien qu'on n'en est pas là. Donc il faut toucher à la fois l'organisation, évidemment, là où je rejoins complètement ce qui a été dit par notre collègue, c'est le côté urgent du mal-être des professionnels de santé. Parce que c'est quand même eux qui, au quotidien, tous les jours, assurent le suivi, assurent le soin, assurent la relation au client. Et le fait de lancer ce dispositif pour avoir, non pas dans un an, mais dans 3-4 mois, je dirais, un plan qui puisse être validé et financé, ça me semble une des conditions de vraiment sortir de cette difficulté. Yann Boucard, est-ce que les pistes dévoilées ce matin, avant cette réflexion de 3 mois, vont selon vous permettre de résoudre justement ce malaise hospitalier ? Alors moi, je me méfie toujours des pistes parce que comme les pistes de M. Vulfranc, je n'ai pas bien vu en quoi elles étaient concrètes pour le moment, mais c'est un travail qui va être mené par le gouvernement. Ils ont raison de s'emparer parce qu'aujourd'hui, il y a une détresse du personnel hospitalier et comme l'a dit mon collègue, cette détresse, elle n'est pas feinte parce qu'aujourd'hui, on a des vraies difficultés dans un système de soins qui est beau et qu'il faut protéger parce qu'on peut avoir la fierté en France d'avoir certainement un des plus beaux systèmes de santé européens, système mondial. Mais aujourd'hui, on a quand même des hôpitaux qui sont en détresse. On a vu beaucoup le terme d'hôpitaux en burn-out aujourd'hui dans la presse et je crois que c'est relativement le cas. Parce qu'on a une dette qui augmente, des déficits qui augmentent et on a surtout des personnels qui sont en souffrance. Et c'est notamment aussi les conséquences des 35 heures. On en revient toujours là 15 ans après, mais les 35 heures à l'hôpital, ça a juste engendré une catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, on a des personnels soignants qui sont rappelés pendant leur pause, pendant leur congé. On a des personnels soignants qui manquent parce qu'on n'a toujours pas remplacé tous ceux finalement qui ont été perdus. Et on a finalement des personnels qui sont encore plus en souffrance qu'avant ce passage aux 35 heures. Et on ne s'est toujours pas penché efficacement sur la question, ou alors au cas par cas dans certains hôpitaux où ils ont fait le travail, mais je crois que le gouvernement devrait aussi se pencher sérieusement sur la question qui me semble être importante pour la qualité de soins et pour aussi la qualité de travail des soignants. Vous l'avez évoqué, il y a un enjeu et également, c'est 1,5 milliard d'euros de déficit en 2017 pour les hôpitaux. Il faut faire face aujourd'hui à cette question du financement, Jacques Maire. Il y a des hôpitaux comme la PHM, notamment à Marseille, qui sont en très très grande difficulté. Que faut-il faire justement pour que l'hôpital français sorte de ces difficultés ? Il faut évidemment repenser la chaîne de soins, faire en sorte que les individus soient traités au bon endroit, au meilleur moment, dans les meilleures conditions économiques. Et par exemple, l'hôpital n'est pas toujours la solution. Elle est la solution quand il n'y a pas d'autre solution. Il faut aussi, par exemple, faire une meilleure coordination et une meilleure connaissance partagée. Vous savez qu'un pourcentage très important des radios, des médicaments sont totalement superflus. Aujourd'hui, il y a un grand plan de numérisation qui permet simplement ce qu'on fait dans tout, je dirais, commerce à peu près moderne, c'est-à-dire que la personne et le client est identifié par rapport à ce qu'il a consommé, ce qu'il a reçu. Ça n'existe pas à l'hôpital. Donc ça veut dire que vous allez commencer par une visite chez Monsieur X, puis une autre chez Monsieur Y. Si vous n'êtes pas content, vous parlez c'est Monsieur Z, vous multipliez les examens, etc., les indications, et à la fin, on a effectivement des empoisonnements médicaux, on a des problèmes, je dirais, de traitement qui se superposent, et on n'a pas de coordination. Donc ça, je donne cet exemple-là parce qu'il est effectivement un peu caricatural. Il nécessite quelque chose d'énorme qu'on n'arrive pas à mettre depuis des années, c'est le dossier médical, je dirais, qui permet d'avoir un accès universel aux données. Mais il y a bien d'autres choses. Il y a effectivement des questions à se poser sur les transports médicaux et leur organisation, peut-être aussi sur le thermalisme, même si dans certaines conditions, je peux tout à fait l'accepter, etc., etc. Mais c'est tout ce champ
chantier qu'il faut ouvrir et pas simplement de se dire on rajoute de l'argent dans le système. Non, il faut que le système il soit capable de gérer l'argent qu'on lui donne de façon intelligente et sans mettre sous pression de façon totalement, je dirais, excessive comme aujourd'hui ses salariés. Et Yann Boucar, il faut notamment revoir la T2A, cette tarification à l'acte. Était-ce une erreur de Roselyne Bachelot ? Aujourd'hui, on se rend bien compte que ça partait certainement d'un bon sentiment, mais on se rend bien compte que ça ne fonctionne pas concrètement. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on a une tarification à l'acte avec un nombre d'actes qui diminue. Aussi, notamment parce que dans les zones rurales, on a moins de médecins, donc moins de médecins qui orientent vers les hôpitaux. Puis ça peut pousser les hôpitaux, parfois, à choisir les actes qui sont les plus rentables. Ça, c'est pas la bonne chose dans un système de santé. Mais il y a tout un tas de choses qu'il faut revoir pour permettre une économie plus viable pour les hôpitaux. Je pense notamment aux urgences dont on voit l'image aujourd'hui. Le nombre de passages aux urgences a doublé en 10 ans. Parce que dans certains endroits, on a moins de médecins, donc on va aux urgences quand on a une migraine. Est-ce que c'est le rôle des médecins et urgentistes de soigner des migraines ? Évidemment non, et c'est des dépenses qui sont rajoutées, c'est une qualité de soins pour les autres qui ont vraiment des urgences qui diminue. Donc je crois que c'est la chaîne globale qu'il faut revoir, et là-dessus je suis assez d'accord avec mon collègue. Il y a beaucoup de travail. Par contre, je mets juste en garde sur une chose, je pense qu'il y a plus d'économies à faire aujourd'hui sur les hôpitaux et sur le fonctionnement des hôpitaux, parce que j'ai peur qu'on soit déjà à l'os. Vous parliez de la chaîne, et justement au début de la chaîne, il y a cette question du numerus clausus. Faut-il supprimer le numerus clausus, Jacques Maire, sur cette question des déserts médicaux? Faut-il finalement libéraliser les études de médecine? Écoutez, je crois que ce n'est pas l'orientation qui a été prise pour l'instant. Après, d'un autre côté, moi j'écoute aussi ce qu'on me dit sur la disparition, par exemple, des pédopsychiatres, la disparition, par exemple, des gynécologues. Je pense qu'on a besoin effectivement de maîtriser la population médicale, mais il y a des domaines dans lesquels je pense qu'il faut vraiment faire très attention à ce que, je dirais, il n'y a pas une espèce de disparition d'une offre médicale en libéral qui permettent vraiment de répondre à des besoins qui aujourd'hui sont plus assumés. Sur cette question du numerus clausus, Yann Boucar. Alors le supprimer complètement, ça me semble compliqué. Maintenant, en revoir les variables, ça semble très important. Aujourd'hui, par exemple, concrètement, dans nos hôpitaux, on a quasiment plus d'anesthésistes. Donc on a recours à des anesthésistes intérimaires. C'est-à-dire qu'il faut former plus d'anesthésistes. Et sur la question du numerus clausus, oui, en relever le seuil probablement, mais aussi mettre en place des mesures incitatives. Parce qu'en réalité, le problème de la désertification médicale, il nous touche nous à Belfort, il touche nos collègues à Cahors, à Calais, dans certaines zones. Si vous êtes à Nice, sur le problème des Anglais, vous n'avez aucun problème pour être soigné. Il y a aussi des mesures incitatives pour que peut-être qu'un médecin qui fait le choix d'aller dans une zone où on manque de médecins ait peut-être une petite incitation par rapport à s'installer dans le 15e arrondissement à Paris, où clairement on est plutôt bien soigné aujourd'hui. Est-ce que ce sera un énième plan hôpital, Jacques Maire, ou un véritable plan de refonte globale, comme annoncé par le Premier ministre ? Alors, je pense qu'il est trop tôt pour dire à quoi ressemblera le produit final. On a eu plusieurs plans hôpitaux. Ici, il y a un niveau d'ambition qui est effectivement tout à fait nouveau, mais il y a aussi, je dirais, de la part d'un gouvernement, une capacité à prendre des risques, notamment sur, je dirais, l'organisation et l'offre, notamment sur la numérisation, qui est quelque chose qui n'a pas caractérisé forcément, je dirais, les gouvernements précédents. Et sans vouloir critiquer, il y a eu beaucoup d'efforts faits par Madame Touraine, avec beaucoup d'argent mis dans le système pour améliorer le dispositif. Aujourd'hui, on voit bien que ces efforts n'ont pas forcément été couronnés de succès. Donc la transformation elle-même, le plan de transformation, est une des conditions du succès du plan de relance. Un plan de transformation que vous pourriez accompagner, Yann Boucar ? Aujourd'hui, tout le monde semble dire qu'il faut un plan de transformation des hôpitaux, donc moi ça me semble intéressant. Je mets juste en garde devant le nombre de chantiers qui sont ouverts. En 4 jours, on a eu la réforme profonde de l'apprentissage, la réforme profonde de l'hôpital, la réforme profonde de la place de l'islam en France. En 3 jours, ça me semble très très ambitieux. Alors, je vois que le gouvernement veut marcher vite, mais vraiment, il faut se poser aussi, peut-être choisir les priorités et puis travailler sérieusement dessus, parce que ça me semble très ambitieux tout ça en quelques jours. Alors, quelle est l'ambition justement de la ministre de la Santé ? Nous l'écouterons dans quelques instants dans l'hémicycle, car il est 14h50. Nous sommes donc à 10 minutes de l'ouverture de la séance de questions au gouvernement. Merci à vous, Jacques Maire et Yann Boucar, d'avoir participé à ce débat. Je vais vous laisser rejoindre l'hémicycle. Tout de suite, nous allons retrouver Daniel Sportiello pour l'interview politique. Quant à moi, je vous retrouve à 16h pour le débrief.